Bonjour tout le monde. Donc, je remercie mon ami Khalid Bouhmouch pour son invitation. Et donc, j'ai décidé de partager avec vous la recommandation de bonne pratique qui a été rédigée il y a quelques années sur la prise en charge nutritionnelle du faible poids de naissance. Il m'a semblé beaucoup plus intéressant de partager sur ces aspects pratiques que de faire une revue de la littérature et des évidences. Avant de commencer, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt avec le contenu de la présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une synthèse des recommandations et je remercie tout le groupe de lecture qui a fait la lecture de cette recommandation pratique, notamment les collègues des CHU de Rabat, de Casa, de Tanger, de Marrakech, d'Oujda. Mais dans le groupe, on avait fait appel également à des praticiens néonatologistes privés et publics. Et bien sûr, ce n'est pas le courant, et donc c'est quelque chose qui est assujetti à être discuté et perfectible. Donc, le nouveau-né, comme on le sait très bien, lorsqu'il est né à terme, nous avons tous, pour les objectifs nutritionnels, des objectifs de croissance et de maturation. Mais lorsqu'il est né faible poids de naissance, qu'il soit prématuré ou retard de croissance, ou faible poids de naissance, ou petit pour l'âge gestationnel, les objectifs vont différer parce qu'on ne vise plus la croissance et la maturation, mais on vise aussi le rattrapage. Et on sait aussi que les recommandations existent, il existe surtout pour les 1000 grammes et plus, mais qu'on vise tous dans nos protocoles de prise en charge, d'abord à ce que la nutrition soit précoce, mais aussi, on n'oublie jamais aussi dans cette prise en charge la dimension prévention, parce qu'on est véritablement dans cette tranche d'âge, dans l'aspect nutrition et prévention, plutôt que dans l'aspect nutrition pure. Et donc, à partir de là, je vais d'abord commencer par introduire la thématique en partageant sur quelques définitions très rapidement. Et donc, mon propos aujourd'hui, le propos dans la recommandation clinique que je partage avec vous s'adresse au faible poids de naissance qui est défini, comme vous le savez très bien. On parle de très faible poids de naissance pour les bébés qui ont un poids inférieur à 1500 grammes, mais on ne s'adresse pas ici à des bébés qui ont moins de 1000 grammes. Et on parle d'alimentation trophique lorsqu'on commence, comme vous le savez très bien, par des volumes de très petites quantités qui sont administrés initialement précocement. Voici le plan que je vais essayer de dérouler dans le temps qui m'est imparti. Donc, je vais d'abord entamer des généralités pour la mise dans le contexte, pour entrer très rapidement dans les aspects pratiques de la prise en charge dans les services de néonatologie et finir avec le suivi après la sortie de la néonatologie. Alors, concernant les aspects de généralité, je l'ai déjà dit tout à l'heure, au-delà de l'aspect nutrition pure, il faut absolument qu'on retienne des principes fondamentaux et notamment le premier élément qui nous interpelle tous en tant que cliniciens néonatologistes, qui est celui de risque de malnutrition qui peut s'installer très précocement et qui va être alors très délétère pour le développement à moyen mais aussi à long terme, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un lien qui est bien documenté entre la malnutrition en bas âge et les possibilités, malheureusement, de pathologies chroniques plus tard dans la vie, sans oublier l'aspect neurodéveloppemental, parce que, tel que je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'aspect nutritionnel pur, il y a également l'aspect neurodéveloppemental, puisqu'on s'adresse à un organisme en pleine croissance et maturation. Et j'interpelle notamment sur le développement cérébral, et on peut le voir ici de façon factuelle. On sait bien que à peu près les 2/3 du poids du cerveau va être atteint, du poids adulte du cerveau va être atteint à l'âge de 1 an, ce qui met vraiment en valeur toute l'importance d'une nutrition adaptée durant toute sa tranche d'âge. En réalité, on ne va pas parler de 1 an seulement, on va s'étaler jusqu'à 2 années, et c'est les 1000 jours, les fameuses 1000 jours que vous connaissez tous. Et on sait bien également que lorsqu'on fait l'autopsie de cerveau de bébés qui sont mal nourris, on est frappé par la paucité des connexions interneuronales et donc par l'aspect atrophique ou hypotrophique qui va malheureusement également atteindre le cerveau chez ces bébés qui sont mal nourris. Et à partir de là, on a vraiment un véritable
challenge lorsqu'on gère ces bébés qui sont de faible poids de naissance, parce que autant il faut faire bien et vite pour ne pas installer une malnutrition précoce qui, comme nous l'avons vu, serait délétère pour le développement neurologique, mais également pour la santé plus tard. Mais autant il va falloir bien monitorer tout ce qu'on fait, parce que, aussi, on le sait aujourd'hui, un rattrapage très rapide serait la base du syndrome métabolique plus tard. Et donc, à partir de là, on ne peut éditer les recommandations que si on connaît bien la physiologie spécifique de l'âge. Et je vous ai résumé ici très rapidement tout ce qu'on avait tiré de la revue de la littérature qu'on avait faite lorsqu'on avait rédigé la recommandation de bonne pratique. Ce sont des choses que vous avez très bien, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, juste pour dire l'importance de la faiblesse des réserves en ce qui concerne tout et de l'immaturité globale des organes, y compris de la digestion. Et à partir de là, il faudrait déjà qu'on retienne, à partir des éléments physiologiques, que si l'on prend un bébé qui est né faible poids de naissance, déjà rien que son métabolisme au repos, il serait en kilocalories par kilo par jour de 10% supérieur à un bébé qui a le même âge gestationnel. Et ceci implique également les capacités métaboliques. Et si on prend par exemple, l'ordinateur va s'arrêter bientôt, je pense que la prise doit être branchée. Bien. Donc, la possibilité de la néoglycogénèse est également très diminuée chez ces bébés, ce qui met en valeur vraiment toute l'importance des apports protéidiques, glucidiques et lipidiques. Et donc, à partir de là, il s'est éteint. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? C'est bon? Parfait. Et donc, la nutrition entérale, à partir de là, doit débuter très précocement chez ces bébés de faible poids de naissance. Donc, c'est l'écran qui est devant moi qui est parti. Et puis, les maturités, la motricité digestive n'est pas pour arranger les choses. Et déjà, dans cette partie généralité, on a insisté sur un point fondamental qui est celui de bien souligner que globalement, lorsqu'on voit les pratiques des équipes, il est très intéressant peut-être qu'on fasse une étude multicentrique dans les services de néonatologie, aussi bien cliniques, privés que services hospitaliers, pour voir les différentes pratiques. Parce qu'en tout cas, le constat, ce qui ressort de la discussion avec les équipes, c'est cette peur continue de retarder l'alimentation, mais à tort, par crainte de l'entérocolite, de la NEC, justement. Alors que généralement, souvent, le raisonnement peut être fait autrement, comme nous allons le voir. Il est actuellement de plus en plus recommandé de démarrer très précocement l'alimentation chez les faibles poids de naissance. Et nous allons le voir que ça devrait l'être particulièrement avec le lait maternel, parce qu'on a suffisamment d'évidence qui montre bien qu'en réalité, démarrer précocement, à condition de faire les choses bien, n'augmente pas le risque de l'entérocolite ulcéro-nécrosante, et au contraire, le retard d'introduction de l'alimentation aurait bien au contraire des effets délétères sur le démarrage et l'initiation du métabolisme, mais aussi bien de la motricité et de la sécrétion enzymatique digestive. Et donc, à partir de là, il est évident, d'après toutes les données existantes, que le démarrage doit être précoce, bien sûr, sauf contre-indication, et que lorsqu'on pratique en néonatologie, eh bien, tous les jours que le bon Dieu a fait, et à chaque fois qu'on est au lit du malade, il faut absolument qu'on se pose la question, est-ce qu'on a une raison valable de ne pas alimenter ces enfants-là, parce que sinon, on ne devrait pas exclure le tube digestif sans raison valable. Et la deuxième question qui devrait toujours nous hanter, est-ce qu'on n'a réellement pas la possibilité d'avoir le lait maternel, parce qu'en réalité, souvent, on peut l'avoir même en l'absence de lactarium au Maroc. Donc après ces grandes généralités, on va aborder des aspects pratiques. Et dans les aspects pratiques, je vais commencer par l'alimentation trophique, justement. Et donc, la recommandation est d'administrer des petits volumes de lait maternel très précocement et
de façon régulière au très faible poids de naissance afin justement de pouvoir booster la motilité intestinale et les sécrétions digestives, et ceci en utilisant le lait de femme et notamment chez les prématurés qui pèsent moins de 1000 grammes. Mais il y a également des notions fondamentales sur lesquelles je voudrais revenir sur cette plaque, et on l'a bien détaillé dans la recommandation. Je ne sais pas si elle a été mise en entier dans le livre des résumés, parce que je l'ai envoyé tel quel, et les points sur lesquels on a insisté, c'est cette notion d'hydrolysate de protéines de lait de vache, parce que dans une étude qu'avait fait un de nos PhD, on a constaté malheureusement que dans plusieurs équipes, on continue à initier l'alimentation et parfois même à poursuivre longtemps avec des hydrolysates de protéines de lait de vache qui en réalité n'ont aucune place pour nourrir un prématuré, sinon s'il est allergique prouvé aux protéines de lait de vache. Les apports recommandés en protéines ont été augmentés, ainsi que la révision en ce qui concerne la qualité, la quantité des acides gras, etc. Et aujourd'hui, on peut résumer les apports entéraux des nouveau-nés alimentés par voie orale comme suit. Et donc, on va adapter les apports en fonction de leur âge gestationnel, de leur poids, de leur âge postnatal, et notamment en fonction de la cinétique de croissance, tel que nous allons le voir. Alors, l'allaitement maternel et le lait de femme a toute sa place dans cette question, et il faut commencer très tôt pour pouvoir l'avoir. Alors, l'erreur qui est souvent faite est qu'on sépare les bébés de leur maman. Vous allez me dire, c'est par la force des choses, parce que généralement, ce sont des bébés qui sont malades. Mais l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne demande pas aux mamans de tirer leur lait pour préserver la montée laiteuse. Et normalement, si on veut faire de sorte qu'on ait du lait de femme, il va falloir qu'on demande aux mamans de tirer le lait très précocement, ou plus tard dans les 6 heures qui suivent l'accouchement, et de façon fréquente dans la journée, afin de préserver la montée laiteuse, parce que, comme vous le savez très bien, au Maroc, nous n'avons pas de lactarium, nous n'avons pas de banque de lait maternel, et on ne peut pas se permettre d'avoir de lait de donneuse, de lait cru de donneuse, de façon anarchique. Et donc, il faut absolument travailler sur tout ça. Et l'objectif par la suite étant, une fois que le nouveau-né, s'il pèse moins de 1500 grammes, une fois qu'il est arrivé à un apport entéral avec le lait maternel qui est bien toléré et qui est de 100 cc par kilo par jour, et de pouvoir par la suite l'enrichir, parce qu'on sait très bien que le lait de maman ayant accouché prématurément est beaucoup plus riche en protéines et en nutriments, mais que ceci va s'équilibrer par la suite vers l'âge de 1 mois postnatal, et par conséquent, les très faibles poids réellement qui pèsent moins de 1500 grammes auront besoin qu'on enrichisse ce lait de femme. Vous allez me dire, oui, mais au Maroc, il n'y a pas de poudre ou de fortifiant. On peut le faire avec un lait spécifique pour prématurés également. Et on sait bien qu'on en a au Maroc sur le marché, et tous les laits pour prématurés sont riches en fer, en vitamine D, en calcium, contiennent les acides gras polyinsaturés de longue chaîne nécessaires, et ont des apports en protéines qui seraient plus adaptés que le lait de femme seul pour les bébés de moins de 1500 grammes qui ont besoin d'une croissance beaucoup plus accélérée. Maintenant, comment administrer ce lait? Il est évident que toujours, on va être dans la physiologie de l'action. Si le bébé peut allaiter, c'est l'apport le plus souhaité. Mais maintenant, s'il est en plus prématuré et qu'il ne peut pas prendre le sein, eh ben, on va l'alimenter avec une sonde gastrique. Ce sont les pratiques et les expériences des équipes. La sonde peut être orogastrique ou nasogastrique. Dans notre centre, on préfère l'orogastrique, et puis cette sonde doit être, comme vous le savez très bien, vérifiée avant de lancer chaque alimentation. Alors ensuite, il faut absolument travailler sur, alors je ne sais pas ce que j'ai fait, il faut par la suite travailler sur l'oralité chez les bébés qui ne tètent pas, qui ne sont pas autonomes. Et pour ceci, il faut absolument impliquer les mamans. Alors nous, dans le centre, on implique les mamans qui peuvent accéder au service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a même créé une unité kangourou dans laquelle les mamans sont hospitalisées 24 heures sur 24 avec leur bébé. Et il y a une diététicienne et une équipe autour de la mère pour apprendre la maman à initier l'oralité de son enfant, ce qui est également primordial parce que ça permet à la maman d'être plus impliquée, d'être à côté de son enfant. Et puis, c'est son
sa place, j'ose dire, naturelle, parce que finalement, aujourd'hui, l'OMS nous dit que le premier droit du nouveau-né, c'est de ne pas être séparé de sa mère. Alors, l'implication de la mère est fortement recommandée, la voie orale est la voie à privilégier et l'oralité est à travailler. Maintenant, si l'enfant n'a pas encore acquis une oralité, faut-il alimenter en gavage continu, discontinu, sur 3 heures, sur 2 heures, sur 1 heure? Alors, je viens de revoir une récente revue Cochrane sur la question de juillet 2019. Il n'y a toujours pas de différence entre tout ceci, continu, discontinu, 2 heures, 3 heures. L'essentiel est de bien par la suite vérifier ce qu'on fait et de travailler l'oralité. Chez le moins de 1200 grammes, il serait souhaitable, vu le petit volume de l'estomac, de donner plus de continu, mais on n'a pas réellement beaucoup d'évidence là-dessus. Alors, il ne faut pas oublier dans l'histoire la supplémentation en vitamine D. Chez les bébés qui sont sous allaitement maternel exclusif, les doses sont connues. Chez les bébés qui sont déjà sous formule supplémentée, les doses sont connues. Aujourd'hui, au Maroc, après de longues années d'attente, on a finalement les gouttes de vitamine D, alors qu'il y a quelques années, on souffrait du manque de ce produit. Et puis, la supplémentation en fer devrait démarrer généralement dès que nous sommes à une entérale totale bien tolérée et normalement devrait être poursuivie jusqu'à l'âge de 6 mois, parfois plus. Alors maintenant, cette alimentation qu'on a initiée, surtout pendant la période où on est en train d'avancer, il est primordial d'avoir des protocoles écrits et d'apprendre aux équipes à la surveiller, à surveiller les résidus. Et il y a des protocoles qui sont bien clairs et même par rapport à leur couleur. Lorsque la couleur est rassurante, l'équipe par rapport au reste de l'évaluation peut être rassurée. Lorsque la couleur est inquiétante mais que le reste de l'évaluation clinique normale, on continue à surveiller, mais parfois la couleur peut à elle-même faire décider d'un arrêt d'alimentation. Il y a juste un point fondamental, l'arrêt d'alimentation en néonatologie devrait toujours être une décision médicale parce qu'il s'ensuit généralement des conduites à tenir, des décisions de prise en charge par la suite et des évaluations à faire ultérieurement. La surveillance abdominale fait partie du cortège, les résidus, l'aspect de l'abdomen, le périmètre ombilical, la distension, la circulation collatérale. Et puis finalement, il faut également ne pas omettre de tout notifier. Toute anomalie inquiétant l'aspect doit faire valoir un avis médical avec des décisions qui vont également en découler, sans oublier la surveillance du transit qui est également quelque chose de primordial. Tout ceci est monitoré également durant tout le séjour de l'enfant au service clinique. Nous avons des éléments de monitoring très intéressants qui sont particulièrement le taux de l'urée qui peut chez ceux qui on a vraiment des difficultés pour avoir un rattrapage, permettre d'adapter les apports, mais sans oublier toute la place de l'anthropométrie avec utilisation de courbes adéquates. Le poids généralement doit être évalué quotidiennement, mais il est beaucoup plus important de faire la moyenne de la prise pondérale sur quelques jours que de raisonner sur un poids quotidien. Et puis par la suite, il y a le poids et la taille et le périmètre crânien qui doivent être pris de façon hebdomadaire. Et en résumé, la clé du succès, c'est de ne jamais exclure le tube digestif, c'est de toujours privilégier le lait maternel et l'allaitement maternel, c'est d'asseoir un bon monitoring de la croissance, c'est justement de toujours être capable d'ajuster les apports nutritionnels et ne jamais oublier la supplémentation. Très rapidement, pour être dans mon temps, il me reste 9 minutes. C'est pas 30 minutes? C'est pas 30 minutes? Tu veux que j'arrête ici? C'est 20 minutes plus 10 minutes. Ah, c'est parce que j'ai compris, parce que sur le programme, c'est 30 minutes. Elle fait ton boulot. Vas-y. Comme tu veux qu'on l'arrête, qu'on discute, que veux qu'on continue? Non, vas-y, on va partager. Tu as 5 minutes et tu laisses 5 minutes de discussion. Donc, ça fera l'affaire. Non, parce que sur le programme, c'est... Bref, donc après la sortie, il faut monitorer la croissance
Et il faut également faire un rythme de suivi qui sera adapté à la dynamique de croissance et à l'état de l'enfant. Mais l'affaire n'est pas terminée, puisque à la sortie, la prescription doit être adaptée à l'état de l'enfant. Si on a une croissance qui est adaptée à l'âge gestationnel, généralement, l'allaitement maternel peut suffire. Si on a une croissance qui montre un retard de croissance extra-utérin, là, il faut enrichir le lait de femme et généralement, on associe un lait pour prématuré. Et puis, les apports vont être adaptés par la suite, tout en sachant qu'on va raisonner plus âge de rattrapage plus âge corrigé qu'un poids cible. On ne va pas attendre un poids de 3 kg, ce que font malheureusement encore beaucoup, pour pouvoir discuter quel lait donner et quel ajustement faire, sans oublier que la supplémentation en vitamine D et en fer vont continuer. Et donc, en d'autres termes, ne jamais oublier que de toutes les façons, ces bébés à la sortie n'ont que commencé une nouvelle étape. Il faut les suivre encore, suivre leur croissance, les suivre plus tard et chercher le rebond d'adiposité qui parfois peut apparaître très précocement, chercher le rattrapage statural, insister sur la révision des apports et les adapter à la dynamique de croissance. Et surtout, il faut favoriser une approche individuelle avec analyse de la croissance et surtout révision continue des besoins de façon adaptée. Et ces enfants-là méritent d'être suivis jusqu'à l'adolescence parce que les rebonds d'adiposité peuvent être précoces comme ils peuvent être tardifs et les ajustements nutritionnels sont toujours possibles. Et ceci résume tout ce que j'ai raconté. Je vous remercie.